autant de situations différentes sur lesquelles l'IA pourrait être très intéressante et pas forcément dire là il y a une situation à risque, puisque quand on voit l'image, un humain pourrait dire c'est une situation à Oui. risque. Par contre, le fait de pouvoir être là au moment où l'humain ne peut pas l'être. Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce 6e café IQSE, une édition un peu particulière cette semaine puisque on reçoit l'un des organisateurs, un des fondateurs de cet événement, puisque c'est Florian. Euh, tu vas te laisser te présenter, Florian, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, et puis peut-être nous dire pourquoi finalement tu n'interviens qu'à partir du 6e. C'est aussi, ça peut interpeller les gens de se dire, tiens, il aurait peut-être pu arriver dès le premier, faire son auto-promo, se jeter dans le bain. Et ben non, il y avait une raison, bien sûr, derrière tout ça. Et donc aujourd'hui, bah, tu vas nous parler de ta solution, enfin du produit que tu développes, de la solution innovation au service des métiers QSE que tu développes. Alors c'est Aizer, je ne vais pas le prononcer, je vais te laisser le prononcer. Et De puis toute je vais te laisser façon, présenter tout ça, comme ça sera beaucoup plus simple si c'est toi qui le fais. Vas-y, Florian. parfait, bah, merci Nicolas. Alors du coup, pour la prononciation, ça peut être soit du Heiser, soit du Heiser, tout dépend si vous êtes anglophone ou pas. Donc je pense que là, plutôt, on est assez français, donc je pense qu'on va s'accorder pour dire qu'on va le prononcer à la française. Donc moi, Florian Ruel, donc cofondateur et CEO de Heiser. Et donc du coup, chez Heiser, vous allez rapidement voir ce qu'on fait, puisque ça va commencer à peu près dès la première slide où je vais faire une petite introduction. Donc nous, on a décidé d'apporter un terme qui peut être assez en vogue, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Je pense qu'on en entend beaucoup parler, que ce soit sur les médias, à la télé, dans les journaux, un petit peu à droite à gauche, pour la prévention des risques, puisque oui, il y a des cas d'usage de l'intelligence artificielle pour prévenir les risques d'accidents au travail. C'est pas forcément hyper intuitif au premier Mhm. abord, mais en tout cas, on peut le faire. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran comme ça? Ça va s'afficher. C'est bon. Incessamment. Parfait. Donc voilà, donc je vais rapidement commencer, puisque intelligence artificielle, on en entend un petit peu partout, Oui. mais Ce serait pas mal, effectivement, de dire ce que tu entends par intelligence artificielle, justement. c'est ça. Je pense qu'on va commencer par présenter un petit peu ce que c'est rapidement. L'objectif, c'est pas de rentrer dans ce que c'est exactement, Mm. c'est de donner une vision assez globale de la définition de ce qu'on entend par intelligence artificielle, et puis Mhm. éventuellement après, si jamais il existe plein d'ouvrages, de documentaires sur le sujet, si jamais ça intéresse de rentrer plus dans le détail de ce que c'est exactement, je pourrais vous laisser aller voir, je pourrais vous recommander quelques Ah ouvrages sur oui, le sujet. ça peut être intéressant, ouais, d'avoir des liens pour creuser si besoin. Euh, Très bien. Donc, si on rentre un petit peu sur l'histoire de l'intelligence artificielle, ce qu'on peut rapidement appeler par IA, je pense que c'est Mm. quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus Ouais. rapide à dire un peu pour tout le monde. Euh, Peut-être que certains, s'il y a beaucoup de fans d'échecs qui peuvent être présents ici, peut-être que certains reconnaissent Garry Kasparov sur la photo. Mm. C'est un des champions, enfin anciennement un des champions du monde d'échecs, qui est quand même un petit peu aujourd'hui plus forcément hyper actif sur le sujet. Et c'était une image qui date de 1995, qui était Ah oui. une partie qu'a fait Garry Kasparov contre un ordinateur, contre une IA, sur une partie d'échecs. Et c'est la première fois qu'il perd contre une machine. Mm. C'est la première fois que Garry Kasparov perd contre une machine sur une partie d'échecs, alors qu'il était à l'époque le champion du monde en titre. Et donc tout ça pour dire que l'IA, c'est pas nouveau, c'est pas récent. On en Mm. entend peut-être beaucoup parler depuis quelques mois, quelques années peut-être, mais en fait, ça date de plusieurs dizaines, voire presque, peut-être pas des centaines d'années, mais presque, puisqu'en fait, les premières briques d'IA, c'est ce qu'on pouvait appeler les systèmes experts, peut-être. C'était les solutions où on pouvait un peu piloter la solution, de se dire, ben voilà, si telle condition est réunie, alors on va faire telle tâche. Et, Ah, le début de l'automatisation, finalement, c'est un petit peu de l'IA, finalement, pour toi? c'est ça, c'est exactement Mm. ça. C'était en fait ce qu'on appelle globalement IA, c'est à partir du moment où on arrive à automatiser une tâche. Donc Mm. globalement, c'est un peu le début de l'automatisation. C'est de se dire, bah, si on arrive à avoir un comportement qui est quelque chose de suffisamment autonome pour arriver à réfléchir ou à faire des actions par lui-même, on considère que c'est de l'intelligence artificielle.
D'accord. Et avec le temps, ça peut, justement, c'est devenu de plus en plus mature, ça s'est développé avec le temps et après on est rentré dans un autre cycle qui s'est appelé un petit peu l'apprentissage machine. Mmh. Donc globalement, si on prend des exemples, assez simples, si vous prenez le premier, si jamais demain vous voulez estimer le prix de votre appartement, vous allez dire: «Bah, appartement 2 chambres, 50 carrés en région parisienne», ça va vous donner un prix. Le problème, c'est que, bah, le prix, il va pas prendre, les enfin, on sait tous un petit peu que l'immobilier, ça varie, il y a des hauts, des bas en fonction de la Mmh. conjoncture et cetera. Et la 2e brique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ajouter une brique de statistiques, de dire: «Bah, voilà, la conjoncture dans telle ville, pour un appartement de 3 chambres, de 60 carrés, elle a évolué un petit peu comme ça». Donc du coup, elle va donner un prix qui va être différent, un prix D'accord. qui va être différent et qui va être plus proche un petit peu de la réalité, en fait. Mmh. D'accord. On affine en fait au fur et à mesure de tâches basiques, on a des tâches de plus en plus élaborées. C'est ça, exactement. On va avoir des tâches de plus en plus élaborées et de plus en plus automatiques et donc du coup, de pouvoir vraiment, avoir un prix qui soit le plus proche du terrain. Et si après Alors on juste, rentre dans la pardon, il y a une question. Alors, moi, c'est du japonais chinois pour moi. C'est Arnaud Voisin qui pose la question. Team Stockfish ou AlphaZero? Alors, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je sais pas si toi ça te parle plus, mais je vais pas le laisser sans réponse cette question. Donc, alors moi, ça me parle pas forcément. ça te parle pas plus? Je me demandais si c'était un langage d'intelligence artificielle ou des références liées à l'intelligence artificielle, mais du coup, Peut-être voilà. des Alors, références liées Arnaud, à faut à pas hésiter à l'échec peut-être? préciser la teneur du message, parce que là, en tout cas, c'est C'est sûr que ça me dépasse de très loin. donc voilà, donc effectivement, si Arnaud peut Ah, préciser un référence petit aux peu. échecs, pardon. Ah bah, je Ah suis pas voilà, un donc moi non grand plus, expert. je suis pas un grand amateur, un grand expert d'échecs. J'ai juste pris l'exemple pour illustrer un petit peu le propos. Bon voilà, les échecs, je baigne pas dedans depuis longtemps. D'accord. Donc, pour préciser un petit peu ce que je disais sur l'apprentissage profond, si jamais vous voulez passer de l'apprentissage machine, donc à la partie statistique, à l'apprentissage profond, et ben, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, depuis le début de l'invention de l'immobilier, il faudrait prendre l'évolution de tous les prix et il faudrait les rentrer dans une machine pour que lui puisse comprendre exactement comment évolue la conjoncture des prix, pour pouvoir sortir un prix, assez précis. Sauf que je pense que ni vous ni moi, on va passer, plusieurs heures à essayer de rentrer, l'évolution de la conjoncture de tous les prix depuis les 10 ou 20 ou 30 dernières années. Parce que ça commence à faire un petit peu de données, ça commence à faire un petit peu long. Et c'est à partir de ce moment-là, donc à partir des années 2010 où on s'est dit: «Bah, est-ce que la machine ne pourrait pas le faire toute seule?» Est-ce que la D'accord. machine pourrait pas, on pourrait pas lui dire: «Bah, je veux vendre mon appartement à Paris, il fait 60 carrés, il y a 2 chambres» et puis on pourrait la laisser et faire presque tout le travail tout seul. Donc elle irait, choisir les variations du marché, elle irait choisir les critères qui sont les plus intéressants à prendre en compte, choses comme ça et ensuite elle pourrait sortir un prix qui est encore plus précis que ce que pouvait donner Mmh. l'apprentissage machine pour justement avoir des peut-être, prendre en compte tel ou tel critère serait plus important que d'autres et cetera et cetera. D'accord. Un coefficient de pondération finalement un petit peu C'est ça. selon certains critères. L'objectif, OK. c'est plus on rentre dans le détail, plus on s'approche de la façon dont va réfléchir le cerveau humain. Mmh. Un autre exemple qui est hyper parlant, c'est que, bah, si par exemple demain vous croisez une personne dans la rue que vous connaissez, Mmh. vous allez vous dire: «Je la connais cette personne». Sauf que vous ne pouvez pas savoir comment votre cerveau il va réfléchir. Est-ce que vous la connaissez parce que vous avez déjà vu son visage? Est-ce que vous la connaissez pour tel ou tel trait physique? Est-ce que vous la connaissez parce que vous avez déjà parlé avec? Et cetera et cetera. Et donc on sait qu'on la connaît. Par contre, on ne sait pas d'où est-ce qu'on la connaît, on ne sait pas comment est-ce qu'on Ouais. la connaît, on sait pas enfin, on sait pas qu'est-ce que notre cerveau pense pour dire: «Je la connais». Et donc du coup, c'est exactement ce que va faire la machine, c'est qu'on va lui donner plein de critères, plein d'informations et lui va être Mmh. capable de la compiler tout seul pour au final donner un résultat et dire: «Je la connais parce que, je l'ai déjà vue, parce que, bah, tel trait Mmh. physique me fait penser à telle ou telle personne» et cetera et cetera. D'accord. OK. Alors surtout n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, ou par chat ou, en ouvrant votre micro, n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou des précisions sur, AlphaZero. AlphaZero, c'est le pendant d'AlphaGo? Je sais pas, parce que moi j'avais suivi un petit peu Peut-être que c'est l'aventure, ça. justement, AlphaGo qui avait été un peu l'étape ultérieure, après les échecs, ils étaient attaqués au jeu de Go qui semblait être, impossible à prendre en compte par des machines et visiblement, bah, ça avait battu Lee Sedol à l'époque. J'avais regardé le documentaire qui est visible sur YouTube si vous voulez. C'est très intéressant de voir comment la Mais machine a réfléchi entre guillemets.
il y a justement une dernière actualité je crois que c'est une des machines de Google qui a réussi à dépasser un petit peu ce jeu de Go pour arriver à battre des humains au jeu de Go. Et ça a été presque une Oui, prouesse c'est parce que ça. déjà le jeu de Go, quand on comprend, c'est hyper difficile à jouer. Mais alors en plus, le faire apprendre à une machine pour qu'elle en apprenne les règles et qu'elle arrive à battre un humain, c'est d'autant plus difficile que ça a été quand même une prouesse assez impressionnante de permettre à une machine de pouvoir battre un humain à un jeu aussi difficile que ça. Tout à fait, oui. Donc, ce que je disais, c'est que maintenant qu'on voit un petit peu enfin, pas comment fonctionne, mais qu'on voit un petit peu les différences entre les différents types d'IA, on a des cas d'usage qui ont beaucoup évolué. Donc on parlait juste avant du domaine des échecs. Sauf que maintenant, vous avez de l'IA presque partout, en fait. On en a Mm. tellement partout qu'on s'en rend presque même plus compte. Par exemple, quand on parle de courses, de magasins avec des caisses automatisées, Mm. comme on peut le faire sur de Monoprix ou des choses comme ça, et ben en fait, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est avec des systèmes de caméras qui vont identifier ce que vous prenez ce que vous prenez à l'intérieur des rayons et qui vont dire, bah, il a pris une brique de lait, donc on va l'ajouter automatiquement à son panier et on va lui facturer. D'accord. Ça fonctionne un peu Ouais. comme ça. Si on part dans le domaine de ce qui va être marketing, bah, pour pouvoir identifier que tel client, il va quitter telle banque à tel moment parce que son solde bancaire, il est inférieur à tant d'euros, etc., etc. Bah, c'est un peu des systèmes experts qui sont devenus de plus en plus précis avec des algorithmes d'IA derrière pour justement pouvoir dire, bah, on pense que ce client-là, il va quitter la banque dans 2 mois pour telle ou telle raison, parce qu'il a eu trop D'accord. découvert, etc., etc. Mm. Et on a aussi des domaines qui sont beaucoup plus précis et beaucoup plus réalistes que ce qu'on peut avoir vraiment presque au quotidien. Ça va être tout ce qui va être éléments de médecine. Donc, on voit beaucoup que on a des systèmes d'IA qui vont Mm. arriver à détecter un risque de tumeur 3 mois avant ou 3 ans avant. Et ben ça, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et on a aussi le domaine peut-être qui est le plus parlant, c'est le domaine de l'automobile, où on va arriver à faire tout ce qui va être véhicule à conduite autonome. Mm. Donc, je pense que la marque la plus connue en la matière, ça reste quand même Tesla. Tesla en ce moment, oui. Hem, de pouvoir se dire, ben voilà, comment on arrive à faire une voiture avec une conduite autonome, avec une IA qui arrive à pouvoir piloter, à détecter des piétons, et cetera, et cetera. Et c'est un sujet d'ailleurs, tu vas peut-être y venir après, mais justement, j'aime bien faire l'avocat du diable, hein, de temps en temps, donc c'est un peu des questions peut-être pièges ou même peut-être pas d'ailleurs, tu as peut-être la réponse. On parle de Tesla, on parle de plein de sujets d'ailleurs aussi par rapport à la reconnaissance faciale et des biais, un petit peu des biais cognitifs que les machines peuvent récupérer du fait que ça soit quand même à la base des humains qui les aient créés. Et le manque de libre arbitre finalement d'une IA qui, par exemple, quand on prend souvent cet exemple-là, qui est un peu peut-être tarte à la crème, mais de dire une voiture, si elle doit éviter une grand-mère ou une bande d'enfants à un passage piéton, elle va choisir qu'est-ce qu'elle va choisir de renverser si elle doit faire un choix. Là où un humain va avoir son propre libre arbitre et sans, voilà, qui va être peut-être bon, ce qu'il est. Mais une machine, comment on arrive à programmer justement à éviter les biais je dirais qu'on va pouvoir lui avoir injecté d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est pas un peu antinomique avec la sécurité finalement, Bah, d'une approche? alors ça, c'est une très bonne question et c'est un petit peu le fondement le fondement de l'IA, ça va être la partie éthique. Ça va être Mm. de dire, bah, on peut pas anticiper les décisions enfin, on peut pas. On peut anticiper les décisions puisque quand même, enfin, c'est pas, on n'est pas non plus, dans un film du futur où de dire: «Bah, on va programmer une IA et elle va arriver à surpasser un Mm. petit peu l'humanité, elle va arriver à prendre le contrôle de tout et cetera». Enfin, il y en a qui arrivent à penser ça. On est quand même très, très loin de se dire: «Bah, Oui. demain, je vais mettre un algorithme d'IA qui va arriver à surpasser, à réfléchir par tout seul». Hem, je sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont vu la série qui s'appelle Person of Interest, Ah non. qui était une série justement bah, sans forcément raconter toute l'histoire, mais c'était une série où il y avait justement une IA qui était capable de prédire les crimes et de notifier le créateur de l'IA en donnant son numéro de sécurité sociale. Pour lui dire, bah voilà, il peut y avoir un risque de crime sur telle ou telle personne. Donc, il ne savait jamais si c'était la personne qui allait subir le crime ou qui allait le faire. Mais D'accord. après, c'est à lui de le faire. Et justement, on peut voir que bah, elle arrivait à la fin à pouvoir réfléchir par elle-même et à prendre des actions qu'un humain n'aurait jamais pris, en fait. Mm. Et donc ça, on en est quand même très loin, ça reste quand même, presque Ouais, on n'est beaucoup pas de du tout science-fiction. dans du Terminator, du Battlestar Galactica ou des choses comme ça, quoi.
On n'est pas encore là. Non, je pense qu'on est quand même encore très très loin de pouvoir arriver à ça. Et je pense que c'est justement l'éthique qui va arriver à freiner ces cas d'usage-là pour se dire, il y a un moment peut-être que l'IA, on va peut-être arrêter l'IA justement avant que ça arrive à là. Je dis pas que c'est pas possible d'arriver à là, je dis juste qu'il y a quand même la brique éthique de se dire que, je pense qu'à mon avis, ça n'y arrivera jamais puisque, l'humanité, enfin, ce serait très compliqué de pouvoir arriver à là. Ah, ça, ce stade-là. Bon, on croise les doigts. Oui, je pense. Ça sera pas de notre vivant, certainement. Mais... Je pense que ce sera même pas de notre vivant, mais ce sera pas dans les générations à venir non plus. Je pense qu'à mon D'accord. avis, on est quand même Good. très très loin. Après, il reste quand même la question que tu évoquais à l'intérieur de la question, qui va être de dire, si on prend le cas d'une voiture autonome, est-ce qu'elle va faire le choix entre éviter la grand-mère ou la bande d'enfants? Ça, pareil, on peut pas le savoir à l'avance. On peut pas le savoir à l'avance. Et en tout cas, l'IA pourra pas réfléchir à dire, peut-être qu'il faut que j'évite la bande d'enfants parce que pour telle ou telle raison, parce qu'ils sont plus jeunes, etc. L'IA pourra pas réfléchir comme ça, donc la décision qu'elle va prendre, elle lui appartient à elle et puis la plupart du temps, on n'arrive même pas à savoir pourquoi elle a pris telle ou telle décision. Pourquoi elle a décidé de tourner à gauche en direction de la grand-mère Mmh. plutôt que de la bande d'enfants ou l'inverse. Ça, c'est des décisions et c'est justement la partie éthique qui fait que c'est aujourd'hui très compliqué de pouvoir avoir des véhicules autonomes partout, puisque, ne serait-ce que le fait de savoir, si jamais on a un véhicule qui passe avec qui grille une priorité à droite, est-ce que la voiture elle doit freiner ou est-ce qu'elle ne doit pas freiner? Là, c'est la cohabitation entre l'humain et l'IA qui fait que ça complexifie vraiment la situation. D'accord. Mmh. Donc, si on prend justement le cas de la voiture autonome, par exemple, là, la photo que j'ai mis ici, c'est exactement ce que voit une Tesla quand on la pilote dans les rues de Paris. D'accord. Donc là, on a un carrefour dans les rues de Paris au volant d'une Tesla. Et ça, c'est exactement ce qu'on peut voir. Donc, on voit qu'elle arrive à détecter les véhicules, à détecter des piétons, à détecter les Mmh. voies de circulation, elle détecte les vélos, etc., etc. Et c'est la somme de toutes ces données-là qui va faire que, elle va continuer à aller tout droit, elle va s'arrêter, elle va freiner, elle va tourner à droite, etc., etc. Donc ça, c'est exactement ce qu'elle peut voir. Et donc, si on évoque le cas des piétons, choses comme ça, elle va voir les piétons, elle va voir les véhicules, elle va pouvoir anticiper leur comportement, leur vitesse, et c'est grâce à ça qu'elle va prendre une décision, se dire, il faut que je freine ou il ne faut pas que je freine. D'accord. Comme on fait nous, finalement, quoi, mais de façon plus instinctive, peut-être qu'analytique. C'est ça, exactement, c'est exactement le même fonctionnement que le Mmh, cerveau humain, au final, mmh, puisque nous, on mmh, est au volant de la Tesla, si on se met devant l'image, on va regarder les véhicules, on va regarder les mmh, piétons, on va regarder les vélos, et on va se dire, là, il faut que je freine parce qu'il y a un piéton qui est devant la voiture. mmh. Là, c'est exactement le même fonctionnement, sauf que c'est transposé à l'intérieur d'une machine, en fait. OK. OK, OK. Alors il y a Laurent, qui nous parle dans le chat, parle d'un exemple poussé à l'extrême en l'exemple en fin de la série. Alors je sais pas si c'est la série justement Person of Interest, que tu m'as bien donné envie de voir du coup, parce que je la connaissais que de nom, mais si c'est ça, mais c'est Elle pas est ça en tout vraiment cas, très moi bien. ça me donne bien envie de. Je connaissais pas, j'avais pas du tout cette thématique-là en tête. Je pensais que c'était un truc policier classique, lambda. J'avais pas du tout cette notion, justement, que tu as évoquée. Eh ben, merci pour la recommandation. Oui, C'est donc, ça peut paraître anecdotique, mais c'est intéressant des fois pour l'acculturation aussi, se familiariser avec et puis certaines après, approches. il existe, si jamais il y en a qui veulent aller un petit peu plus loin sur les exemples que j'ai évoqués, il y a un livre que je pourrais mettre en commentaire qui a été écrit par un docteur en IA qui s'appelle Génération IA. Et en fait, il a pris 75 exemples de films, de séries et de cas D'accord, d'usage du quotidien pour décrire un petit peu le fonctionnement de l'IA à l'intérieur. Donc, d'accord. globalement, il a pris des séries comme Black Mirror, comme Person of Interest, et il a décrypté un petit peu le fonctionnement de l'IA à l'intérieur, ce qui serait possible de faire en réalité, etc., etc. Donc, c'est vraiment du concret sur les cas d'usage de l'intelligence artificielle au quotidien. Ok, bah, je la vois, là, 80 films et séries, c'est le genre de truc qui m'intéresse, ça. Un peu Voilà. culture Ça geek permet populaire. vraiment de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et là où on peut avoir de l'IA, en fait, où on n'arrive même pas à le voir, en fait. Ok, je l'ai mise en commentaire dans le chat. Parfait. Et donc, si on Ouais, arrive à souvent, là, juste, puisque effectivement. On va pas faire toutes les listes de séries, mais effectivement, il y en a pas mal qui sont intéressantes. il y en a Ou pas mal aussi qui sont intéressants. le jeu que je me suis acheté tout à l'heure, Mass Effect. Voilà. Non, mais il y en a pas mal des Bah, jeux. bien sûr, non, mais c'est ça, on s'en rend plus forcément compte. C'est ça qui est important dans ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a les exemples un peu extrêmes où à chaque fois on va nous parler effectivement de Terminator ou comme je disais tout à l'heure de Battlestar où les machines prennent l'avantage et de la domination sur l'humain, mais il y a tout ce qu'on a dans notre quotidien dans lequel on baigne sans forcément s'en rendre compte
et dont tu fais partie également d'ailleurs avec tes services. Oui, et puis de toute façon, c'est un peu comme ça c'est un peu le sujet qu'on va aborder sur la slide d'après, c'est de se dire, bah, on a un petit peu, bah, c'est un peu ce qu'on évoquait dans les précédents cafés avec QSE, c'est de se dire, bah, par exemple, il y a je sais plus sur quelle session tu évoquais le cas du marteau, se dire, bah, voilà, un marteau, Oui. ça sert à enfoncer un clou, mais ça peut aussi servir à taper sur son voisin. Bah, c'est exactement le cas de l'IA, en fait. L'IA, ça peut apporter beaucoup de valeur, sur la prévention des risques, sur la conduite autonome pour les personnes qui vont être dépendantes, des choses comme ça. Sauf que ça peut aussi être détourné un petit peu à l'extrême et de se dire, bah, on peut forcément aussi, avec l'IA, on peut l'intégrer dans une arme, Mmh. on peut aussi l'intégrer aussi à l'extrême. Ça va vraiment dépendre de la limite qu'on va se fixer et de comment on va l'utiliser, en fait. D'accord, oui. Ouais, non, mais Donc, effectivement. voilà. Donc, on en arrivait à là. L'objectif, c'est quand même de parler un peu prévention des risques aussi, parce qu'on a Exactement. beaucoup d'IA, beaucoup de Tesla, de livres, de séries. Comment tout ça Et, se met en comment on se et met voilà. on articule ça pour prévenir les risques sur les postes de travail, les lieux de travail. C'est ça. Donc voilà, les cas d'usage qu'on évoquait là, donc si on arrive à détecter des véhicules, des piétons, des vélos, ben, on peut aussi arriver à détecter des situations à risque. Donc des situations à risque, ça peut être des situations comme ce qu'on peut voir ici. Ça peut être de se dire, bah, Mmh. voilà, un baril sur un quai de chargement, bah, c'est une situation à risque, puisqu'on peut Mmh. avoir un risque de chute, un risque de déversement de produits toxiques. Mais ça peut être tout ce qui va être empilage des cartons, c'est-à-dire bah, des cartons mal Oui. empilés. S'il y a un collaborateur qui passe en dessous, bah, ça peut tomber, ça peut être des cartons plus ou moins lourds, des palets, des choses comme ça. Ça peut être aussi tout ce qui va être, protection d'équipements individuels, donc ça peut être les casques, les gilets de visibilité, les Mmh. gants, les lunettes, et cetera et on peut être plus précis sur les moyens de production, de se dire, bah, par exemple, le collaborateur qui vient à utiliser une échelle, bah, on voit directement qu'il l'utilise pas correctement. Donc Oui. ça peut être une situation à risque. Une autre des situations à risque, ça pourrait être le fait qu'un collaborateur, il travaille sur une échelle, alors que Mmh. normalement, il est censé prendre un échafaudage plutôt, pour travailler en Oui. hauteur, pour faire de la peinture. Donc ça peut être une autre typologie de situation à risque et c'est autant de situations différentes sur laquelle l'IA pourrait être très intéressante et pas forcément dire, là, il y a une situation à risque, puisque, enfin, quand on voit l'image, un humain pourrait dire: «C'est une situation à Oui. risque», enfin, même sans équivoque et même peut-être beaucoup plus rapidement que ce que pourrait le faire Mmh. une IA. Par contre, le fait de pouvoir être là, au moment où l'humain ne peut pas l'être, en fait. Oui. Alors, Donc la question qu'on peut avoir, enfin, là où aussi, je vois un intérêt, alors on pourra m'opposer que ça peut être aussi un inconvénient, mais c'est que l'intelligence artificielle, elle s'embarrasse pas de sentiments, entre guillemets. Et des fois, on peut avoir du mal à sanctionner quelqu'un, on va se mettre un peu des œillères à pas voir les situations à risque, et cetera, en se disant: «Oui, mais on le connaît, hop, on passe l'éponge, on fait comme si on n'avait pas vu», et cetera. Là où l'intelligence artificielle, elle identifie une situation, elle la fait ressortir et on ne peut pas la contredire finalement. oui, bah, on pourra pas la contredire. Après, on a quand même le libre arbitre Ah, d'en faire ce qu'on du veut après de préventeur, l'info. de l'humain, de dire: «Bah, voilà, là, je vais passer l'éponge», et Mmh. cetera. Mais au moins, on a été prévenu d'une situation à C'est risque, ça. On on peut sait pas dire qu'elle est qu'on le là, savait pas en fait. c'est Là ça. où quand, l'humain peut avoir tendance des fois à se mettre les yeux, enfin se cacher les yeux pour dire: «Oh là, attends, on fait comme si j'avais rien vu» et puis, on continue comme si de rien n'était, quoi. On a aussi on a le fait de vouloir passer un petit peu l'éponge, parce que voilà, comme tu peux dire, on le connaît et cetera. Mais on a aussi le fait que, quand on passe une fois, 2 fois, 3 fois devant une situation à risque et bah, en fait, on a tendance à tout simplement plus la Plus la voir. voir, oui Parce c'est vrai, tu as qu'on raison. on a tendance à même plus savoir qu'elle était là. Mmh. Alors, soit par déni, soit par ignorance, soit par tout simplement parce qu'on n'arrive pas à la voir. Ça, c'est le Mmh. libre arbitre un petit peu de chacun. Mais le fait de pouvoir avoir une notification qui vient d'une machine qui est un petit peu déshumanisée, et ben, ça Mmh. permet de se dire: «Ah, effectivement, j'avais oublié qu'il y avait une situation à risque ici. Là, je l'ai réidentifiée. Il faut que je me la note quelque part. Il faut que je me mette une tâche pour pouvoir y remédier, et cetera, et cetera». Et donc, ça permet un petit peu de prendre du recul sur le fait de dire: «Bah, voilà, on m'a notifié une situation à risque que j'avais pas vue, que j'avais pas Oui, identifiée, alors pourtant je passe tous les jours devant en arrivant au travail». d'accord, oui, oui. Donc on peut avoir ça peut être vraiment un avantage de se dire: «Bah, voilà, au moins on est notifié et on n'est pas forcément tout le temps la tête dans le guidon, de se dire: "Bah, je passe tout le temps ici, je l'avais pas vu". Là, au Mmh. moins on me le dit, après j'agis ou j'agis pas, c'est à moi Mmh. de choisir, mais au moins on me le dit». Mmh. Et effectivement, ce que dit Arnaud, c'est que ça peut apporter une équité dans les prises de décision, quel que soit le salarié concerné. C'est vrai que de temps en temps, on va peut-être, à la tête du client, hein, on a ça, on est tous humains, hein, il y a des gens qu'on préfère et d'autres qu'on aime moins, et cetera, pour des raisons ou des autres. Et puis on va peut-être des fois avoir plus tendance à voir le problème chez les uns et chez les autres. Et ça peut être un biais cognitif encore, hein, je l'évoquais tout à l'heure, mais humain. Et là,
on a du factuel, ce qui fait que pour remonter les informations de terrain objectives, là, ça peut être une vraie aide et pas avoir ce biais qui va peut-être nous orienter dans ce qu'on veut voir ou pas, quoi. C'est ça, c'est exactement un des avantages. En fait, l'IA a l'inconvénient de ne pas avoir de sentiments, mais elle a aussi l'avantage de ne pas avoir de sentiments. En fait, c'est que peu Ouais, c'est importe la ça. personne, elle ne va pas faire de différence entre la personne A ou la personne B. S'il y a une situation à risque, elle va la remonter et après, libre à l'humain derrière de pouvoir prendre une décision. Mais De l'analyser, etc., d'en faire, voilà, c'est ça. Après, le travail humain reste présent quand même, quoi qu'il en soit derrière. et justement, il faut qu'il reste présent parce que, enfin, il faut que l'IA, ce soit un outil. Faut Ouais. pas que ce soit une fin en soi en disant, bah, demain, on va mettre de l'IA partout et comme ça, il y aura plus besoin de préventeur. C'est pas l'objectif. L'expertise, elle reste quand même chez le préventeur. L'IA pourra jamais avoir la même expertise qu'un préventeur en disant, bah voilà, là, il y a une situation à risque parce que telle ou telle raison. Peut-être que demain, on va voir un piéton dans un entrepôt avec un chariot élévateur. Mais si c'est un inventaire, bah, on peut autoriser le fait qu'il y ait la cohabitation entre les deux. Et ça, l'IA ne pourra pas dire, bah, c'est une raison d'inventaire, donc du coup, j'autorise le fait que les piétons soient plus proches les uns que les autres. On ne peut pas avoir cette Ce vision niveau, globale, ouais, d'accord. ce niveau de réflexion que pourrait avoir un humain. Et donc, c'est pour ça que l'expertise humaine est toujours hyper importante et l'IA doit vraiment être un outil pour l'accompagner et pour l'aider au quotidien et pas être une fin en soi en disant, bah, on met de l'IA et puis après, comme ça, c'est une tâche que je ferai en moins. Alors, ça répond peut-être un peu justement à la question de Jean-Daniel dans le chat qui demande si l'usage de l'IA, pardon, est-ce que c'est le bras armé de la collecte de la data et derrière les softwares de traitement de la donnée, ce qui soit l'enregistrement, l'alerte, le déclenchement des actions. C'est plutôt dans l'alerte, en fait, si je comprends bien, à la rigueur, l'enregistrement, mais tout ce qui est déclenchement d'action, par contre, ça reste à l'initiative humaine. Ça reste à l'initiative humaine. Les outils digitaux vont venir accompagner la prise de décision. Donc, on va dire, bah, voilà, l'IA a remonté telle ou telle situation à risque. L'action corrective la plus pertinente serait celle-ci. Et après, c'est à l'humain de dire, bah, moi, je considère que oui, c'est bien celle-ci. Par contre, ça peut tout à fait être une autre situation à risque. Donc, on peut venir vraiment agir et se dire, bah, voilà, on n'est pas forcé à prendre une décision parce que l'IA a dit ça. On est vraiment libre dans ces décisions et l'IA va venir vraiment accompagner et la data va être là pour accompagner et rendre le système plus précis, le faire mieux fonctionner, éviter les tâches chronophages, rendre la Mm. politique de prévention un petit peu plus digitale, un Mm. petit peu plus numérique, mais il y a quand même une grosse partie de l'humain derrière qui doit agir. Mm. On Et ne pourra pas le remplacer. finalement, la partie préventive va être plus justement à plus grande valeur ajoutée, si je le comprends bien, en se focalisant justement sur la partie analyse, mise en place d'action, réflexion, que sur les tâches, des fois à faible valeur ajoutée, mais qui sont très chronophages, qui vont être d'être la récolte d'informations, de la saisie, surtout la C'est saisie. ça. Hein. Enfin, les préventeurs savent le temps que ça prend de faire de la saisie sur du Excel pour ensuite l'exporter dans un tableau de bord qui va être lu par machin, etc. Et finalement, on se rend compte qu'on passe beaucoup plus de temps à compiler de la donnée, à de la saisir et à la traiter finalement qu'à l'analyser dans un sens et donc à en prendre des décisions derrière. Donc c'est vrai que C'est ça. ça peut être cet exercice-là. Ça, et puis après, on a la partie, donc on va l'évoquer sur la slide suivante, mais euh, on a toute la partie analyse de la donnée, mais aussi il faut qu'on ait la bonne information au bon moment. Et ça, Mmh. c'est un gros avantage de l'IA, c'est qu'on va l'évoquer par Oui. rapport aux besoins du terrain, donc je ne vais pas m'attarder plus dessus pour le moment, mais Mmh. c'est un gros avantage de l'IA. Et juste par rapport à la data, est-ce qu'il n'y a pas un... Comment ça se passe par rapport à des sujets comme le RGPD ou des choses comme ça? Parce que c'est quand même, on collecte des informations peut-être nominatives sur des gens ou est-ce que c'est anonymisé? Comment ça se passe? Alors, on peut avoir sur le sujet, on a les 2 écoles. On a les 2 écoles, le fait de dire: «Bah, moi, j'ai envie de savoir que c'est monsieur untel qui était impliqué dans une Mmh. situation à risque», ou on peut dire: «Bah, moi, une situation à risque, ça reste une situation à risque, peu importe que Mmh. ce soit monsieur untel ou madame untel, j'ai pour mission quand même de protéger le capital humain». Mmh. Et donc du coup, je ne veux pas faire de différence entre les collaborateurs, que ce soit un embauché, pas un embauché, un intérimaire, pas un intérimaire, un personnel extérieur et cetera. On a quand même la situation à risque. OK. Heu, nous, dans le système qu'on a conçu, on a pris le parti de ne pas avoir de reconnaissance faciale et de D'accord. nom. Donc on dit: «Il y a une situation à risque pour tel risque, dans telle zone, il faut pouvoir agir».
Et après, Ok. c'est quand même au préventeur de faire sa récolte d'infos, de se dire, Mm. je vais aller demander au chef de secteur, etc. Donc, il est au courant qu'il y a une situation à risque. Et après, c'est quand même toute la partie récolte de données qui est quand même grandement simplifiée, puisque Bien sûr. avant, un préventeur, il avait l'information, une fois que la situation à risque elle s'était aggravée, de se Mm. dire, là, il y a eu un accident, il faut agir. Sauf qu'on lui donnait à aucun moment, il avait la possibilité de pouvoir agir sur le moment et de lui D'accord. dire, il y a une situation à risque qui est en train de se produire, il faut que tu puisses agir au plus vite. Donc, on a un petit peu deux écoles sur ça, le fait de pouvoir agir a posteriori et le fait de pouvoir agir de façon proactive, vraiment en amont, pour essayer de tout mettre en œuvre pour éviter la situation à risque. Ok. Très bien. Donc là, Est-ce- ce que vous voulez évoquer, pour rentrer un petit peu plus dans le concret de la prévention des risques, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'IA, c'est pas fait pour tout le monde. C'est un petit peu ce qu'on évoquait sur les précédents cafés IQSE. C'est pas parce que demain on a beaucoup de situations à risque, on va se dire je vais mettre de l'IA sur mes caméras et puis c'est bon, Mm. tout va se corriger, il y aura plus de situations à risque, je serai au courant de tout. D'accord. Il faut mettre de l'IA dans la prévention, il faut que ça se fasse dans une démarche d'innovation globale. Il faut que vraiment, on ait déjà commencé à digitaliser certaines étapes, qu'on ait une politique de prévention qui soit mature. Mm. L'objectif, c'est pas de dire, j'ai embauché, voilà, demain je monte une usine, j'embauche 200 personnes, et je les forme pas à la prévention, et je vais mettre de l'IA, ils auront leur Ouais. notification, et puis c'est bon, c'est fait, c'est terminé, j'ai plus rien à faire. Ça n'empêche pas le management, effectivement, du coup, C'est au ça. quotidien. Ça va pas empêcher le management et ça va pas non plus empêcher, le fait qu'il faut former, il faut accompagner les collaborateurs, dans la mise en place de tout ça et l'implication fait que, justement, il y aura une adéquation avec les besoins terrain qui sera encore beaucoup plus Mm. efficace et qui sera encore beaucoup plus précise pour, justement, le fonctionnement de l'IA et encore une fois, elle est là pour accompagner. Elle est pas là pour transformer tout du jour au lendemain et de se dire: «J'ai pris une IA, hop, c'est bon, ma prévention des risques, je vais passer de 200 Ouais, accidents ouais. par an à 0». C'est pas l'objectif. Il faut vraiment que ce soit dans une démarche globale, d'innovation, de transformation, d'implication, d'accompagnement et de formation. D'accord. Et justement, on parlait des problématiques Problématique, terrain. voilà. Il faut vraiment que, le fait d'intégrer une IA, on ait identifié clairement les problématiques rencontrées sur le terrain. Donc nous, quand on a voulu mettre ça en place, les problématiques les plus récurrentes qu'on a pu rencontrer, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les Mm. presque accidents. Ce qui va se passer, si on prend un exemple concret, si demain il y a un presque accident, par exemple, on prend, un collaborateur qui va glisser sur une flaque d'eau ou sur une flaque d'huile, ça se passe à 23 heures parce que c'est une équipe qui tourne en Mm. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur plusieurs équipes. Le préventeur, il va arriver le lendemain matin, on va lui dire, «Ah il y a monsieur untel, il a glissé». Sauf qu'entre, Mm. l'information «monsieur untel, il a glissé» et «monsieur untel, il a glissé sur une flaque d'eau à tel moment, à tel endroit, pour telle cause, pour telle raison», il y a une différence de précision entre les 2 qui est quand même assez Ouais. importante. Et le fait de pouvoir agir et de se dire, au moins avec un des 2 cas, je peux agir pour éviter que ça se reproduise. Avec le cas, monsieur untel, il a glissé, je peux presque rien en faire, en fait. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, il manque beaucoup de contexte et de factuel pour pouvoir traiter bien l'info, quoi. C'est ça, il manque beaucoup de factuels et puis donc du coup, ce que le commentaire va se dire, c'est que, bon, je vais supposer que c'est pas très grave et je vais attendre que, voilà, avec le temps, sauf que ça va se reproduire une fois, 2 fois, 3 fois et sauf que, si la situation change pas, ce sera Mm. exactement le même cas. La deuxième problématique, c'est le fait de ne pas pouvoir être partout, puisque, vous imaginez sur des sites industriels qui peuvent faire plusieurs hectares, avec, des services prévention des risques qui sont de, 10, peut-être 10 personnes, le fait de pouvoir être partout au même moment ou quand on est en réunion ou choses comme ça, le fait de ne pas pouvoir être partout, ça peut être un point de vigilance de se dire: «Je peux pas être notifié de ce qui se passe dans le bâtiment 4 alors que je Mm. suis en réunion dans le bâtiment 6». Et Ouais. donc, le fait de l'IA, ce que je disais, c'est que elle peut être partout, là où le préventeur ne peut pas l'être, en fait. Donc elle peut tout Mm. à fait lui notifier une situation à risque et lui dire: voilà, il peut se passer ça à tel moment, à tel endroit, il faut que tu puisses agir». Et après, libre au préventeur de prévenir les collègues, les Ah chefs oui, de bien sûr. secteur, et cetera, pour pouvoir éviter la situation à risque. Mais au moins, on lui donne la possibilité de le faire. Ok. Et après, on a tout ce qui va être pilotage et implication. Donc, tu évoquais la partie pilotage et la partie saisie Mm. des données. On connaît tous un petit peu, peut-être vous, mais vous un peu mieux que moi, c'est de se dire que les fichiers Excel qui font plusieurs dizaines de milliers de lignes, qui sont hyper difficiles à interpréter pour exporter des rapports qui soient pertinents, etc., c'est une manière de piloter. C'est sans doute pas la meilleure. Et il y a sans doute des outils qui le font beaucoup mieux Mm. pour arriver à avoir des tableaux de bord qui sont vraiment pertinents et de se dire, voilà, on arrive
à comprendre la situation, prévention des risques presque en temps réel, de se dire exactement ce qui se passe et de pouvoir avoir des rapports qui soient beaucoup plus pertinents et beaucoup plus terre à terre avec les besoins du terrain, en fait. Mmh. Oui, et tu vas peut-être y venir après, mais là, je dirais à ce moment de la présentation, on peut se demander, mais l'IA concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui capte ces données en fait finalement Alors, dans une entreprise? Des micros, des caméras, des lasers, je sais pas. Qu'est-ce qu'il alors fait? j'ai envie de répondre tout. J'ai envie de D'accord, répondre théoriquement, toute source de données peut être analysée par une IA. Nous, on le fait par les caméras, par les systèmes de vidéosurveillance. Donc, je vais venir sur la slide d'après en présentant un cas d'usage d'accord, concret et un retour d'expérience qu'on a pu avoir sur le terrain. Heu, donc nous, on a pris le parti de le faire avec les données de vidéosurveillance, de se dire, d'accord. on va prendre on va prendre les données de vidéosurveillance puisque, dans la majeure partie des entreprises, il y a des systèmes de vidéosurveillance, que ce soit pour aller détecter des risques d'intrusion, des choses comme ça pour la sécurité plus matérielle. Mmh. Le problème, c'est que, enfin, je pense que, même sans être dans la vidéosurveillance, on s'en rend rapidement compte. On filme beaucoup de données qu'on vient à stocker, sauf que le temps qu'il y a pas une situation, d'intrusion, en fait, on s'en sert jamais de la donnée. Mmh. Elle est stockée, mais elle est jamais réellement utilisée, D'accord. dans l'intégralité de sa valeur. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va réutiliser cette donnée qui est stockée sans être utilisée pour lui ajouter de la valeur supplémentaire et puis pour pouvoir lui dire: voilà, si jamais demain tu détectes une situation à risque, au moins tu peux la notifier et au moins Mmh. cette donnée est utilisée et elle n'est pas stockée, un petit peu, sur un disque dur. Puis on lui dit: tu restes là et puis si jamais dans 6 mois il ne s'est rien passé, je te On supprime, puis efface, voilà. ouais. OK. Donc on peut rapidement le voir ici. Donc ça, c'est un retour d'expérience chez un de nos clients. Swiss Chrono, c'est une entreprise qui fait tout ce qui est panneaux d'OSB. Donc, pour faire simple, Mmh. panneaux d'OSB, c'est les planches de bois, les plans de Mmh. travail. Et j'évoquais juste avant la taille d'un site de production. Ils ont un site de production qui fait 60 hectares. Donc, Effectivement, là pour être 60 partout, hectares, pour être faut du partout, monde. dans toutes les zones de production, il faut du monde et il faut beaucoup de monde. Ils ont des services de prévention qui ont beaucoup de monde, sauf que quand on est dans des environnements qui peuvent être autant à risque que ça, dans un environnement qui est hyper poussiéreuse, sur laquelle il y a beaucoup de gros engins pour transporter le bois qui Mmh. circule et cetera, ça peut être, rapidement accidentogène et donc dans un des cas comme ça peut être vraiment intéressant d'avoir une IA sur des systèmes de vidéosurveillance Ah qui oui. se met un petit peu partout et qui nous notifie de ce qui se passe, peu importe, à l'endroit où je peux être sur la zone de production. Donc le code d'usage qu'on a installé chez eux, c'était vraiment focalisé sur les équipements de protection et donc du coup, à cet endroit-là, ils avaient des problématiques sur, notamment, pas forcément sur la situation à risque en tant que telle, mais l'objectif, c'était plutôt d'avoir une donnée statistique, de se dire, quel niveau de respect du port des EPI je peux avoir D'accord. dans la zone. Un De dire, focus est-ce que spécifique sur un point, quoi. c'est ça, c'est vraiment de se dire: «Est-ce que j'ai un respect? Est-ce que j'ai des variations, d'une équipe à une autre? Est-ce que d'un créneau horaire à un autre, j'ai des variations?» Pour pouvoir Mmh. lancer derrière des campagnes de formation et se dire: peut-être D'accord. que, sur telle équipe, c'est là où j'ai, beaucoup plus de personnel extérieur d'intérimaires qui sont peut-être un peu moins bien formés que les collaborateurs embauchés et donc Mmh. du coup, c'est de pouvoir ajuster, les campagnes de formation. D'accord. Donc sur cette zone spécifique-là, sur une période de 3 mois, on a pu leur remonter pas loin de 3 000 notifications, donc de 3 000 non-respect des ports d'équipement et Mmh. derrière, ça leur a permis de pouvoir lancer une campagne de formation. Donc vous allez me dire: «Il y a pas forcément besoin d'une IA pour faire ça». Et le problème, Mmh. c'est que l'IA leur a permis de prendre conscience qu'ici, il y avait une situation à risque et ils pouvaient pas forcément l'identifier de par la taille du site qui était assez immense et donc du coup l'installation de ces systèmes-là chez eux leur a permis aussi de faire des apprentissages à la fois pour nous et à la fois pour eux. Ce qu'on peut faire, c'est je vais vous raconter une petite anecdote, à ce sujet-là. C'est qu'une fois quand on est passé faire une installation chez eux à ce niveau-là et on est arrivé sur la zone en question. Et en fait, on a vu des collaborateurs qui se prenaient presque au jeu, qui s'étaient passés devant la caméra et qui s'amusaient comme ça à enlever le casque, à le remettre, Juste à pour mettre le voir, ouais. gilet, à l'enlever, juste pour voir ce que ça pouvait donner, le Mmh. fonctionnement. Donc ils étaient dans un environnement assez sécuritaire et cetera. Il n'y avait pas de risque à proximité et donc du coup, ils pouvaient s'amuser un petit peu et une fois qu'on les a vus partir, il y a une autre équipe qui est arrivée derrière. Il y avait, un groupe de 3 personnes
il y avait 2 personnes qui étaient entièrement équipées, et il y en avait une qui n'était pas forcément équipée, je pense que c'était un visiteur externe, Mhm. et on a vu clairement que les 2 embauchés, ils lui ont clairement fait signe de remettre son casque et son gilet, et donc D'accord. du coup ça a fait une implication des collaborateurs qui est quand même beaucoup plus importante. C'est-à-dire que entre collaborateurs, ils sont, à la fois chargés de leur sécurité à eux, mais à la fois de la sécurité de leurs collègues, en lui disant: «Bah, voilà, le système, il a dit que tu étais pas équipé, il faut que tu Ils ont remettes ton pris casque ou ton conscience. gilet». Du coup, c'est une prise de conscience globale. Ah, mais c'est pas mal. C'est ça, en fait. On les implique vraiment dans le sens. Ils sont pas juste acteurs, ils sont aussi moteurs ils subissent pas, ils peuvent être voilà, plus proactifs dans l'action, quoi. C'est ça qui est plutôt le côté un peu ludique, hein, effectivement. En plus, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Ça crée un sentiment peut-être moins de répression et plus d'incitation. C'est ça, c'est vraiment de proposer un côté ludique à l'IA, de dire que, bah, en fait, quand on parle d'IA, c'est hyper flou, on ne sait pas de quoi on Mhm. parle. Sauf que quand on parle d'IA et que, sur un écran, on voit une notification qui nous dit: «Bah, tu pas ton casque», et bah, tout de suite, on ne sait pas vraiment comment ça marche, mais on se dit que Ouais. c'est peut-être un truc qui nous veut du bien, en fait, qui nous dit que, Mhm. bah, voilà, je suis pas équipé, peut-être que, bah, je sortais du vestiaire ou je sortais d'une zone où j'ai enlevé mon casque, ou je me suis gratté la tête parce que j'avais trop chaud ou choses comme ça, et bah, au moins j'ai pas forcément une étoile qui veille sur moi, mais presque en fait. Il y a quelque chose qui va me dire, bah, avant que je sois dans une situation à risque, on va me dire: «Tu pas ton casque». C'est pas forcément, répressif, mais c'est simplement de dire: «Tu pas ton casque parce que Mhm. tu vas rentrer dans une zone où potentiellement ne pas avoir son casque, c'est à risque, et C'est donc du coup, dangereux, voilà. on va te protéger avant que justement tu rentres dans la zone». D'accord. Donc un des autres apprentissages qu'ils ont pu faire, c'est les réunions plus efficaces. Donc des réunions plus efficaces, c'est que, sur une de leurs zones, ils avaient beaucoup de situations à risque, sauf que, ce qui se passait, c'était beaucoup d'hypothèses. Donc c'était beaucoup en Ah, arrivant en réunion, je suppose qu'il s'est passé ça, il s'est passé comme ci, il s'est passé comme ça, et cetera, et cetera. C'est beaucoup d'hypothèses et de suggestions, sauf que, le système, en lui remontant des notifications concrètes, en lui disant: «Bah, il y a une situation à risque qui s'est passée ici à tel moment, il y a eu 30 de situations à risque», bah, ils avaient des données qui étaient beaucoup plus concrètes, mhm. beaucoup plus, précises sur le terrain, et lui dire: «Bah, voilà, là, c'est plus une suggestion, je sais que cette nuit, il y a eu Ouais. 30 de situations à risque, il faut faire quelque chose». Ouais, ça donne du poids en fait. On n'est pas juste dans un ressenti, on est dans du factuel en fait. Donc du coup, ça nécessite effectivement plus d'actions précises, en Oui. théorie en tout cas, avec des meilleurs résultats, parce que tant qu'on reste dans ouais, voilà, du ressenti, de la perception, euh, est-ce que ça mérite autant de... Alors que quand on a 30%, une augmentation de 30% de situation à risque, par exemple, là, c'est pas, il n'y a pas de contradiction possible, c'est Ouais. factuel, voilà. C'est factuel, on sait ce qui s'est passé, et donc du coup, on peut pas, enfin, le collaborateur qui est en face, il peut pas dire: «Ah oui, non, mais c'est parce que c'était au moment où tu étais passé comme par hasard, il y a des Oui. personnes qui avaient pas leur casque, c'est parce que c'est toi, du coup, Hmm. tu un peu plus, vigilant que les autres, et cetera, et cetera». Là, c'est une donnée factuelle, le système, il a dit: «Il y avait plus 30, et donc du coup, il faut agir», et donc du coup, il peut pas, j'ai envie de dire, il Faut peut pas pas se contredire, dédouaner quoi. de dire Ouais, qu'il ouais. ne peut pas contredire, toujours dans un système bienveillant. L'objectif, c'est pas de lui dire: «Tu contredis pas, tu fais ça», et cetera. Oui, bien C'est de lui sûr. dire: «Bah, le système, il m'a dit qu'il y avait plus 30, il faut qu'on puisse mettre en place des actions pour justement réduire, et que le système, le mois prochain, il me dise: bah, il y a plus 10, ou il y a moins 20, à Voilà. l'inverse». On va C'est voir de les dire: «Bah, tendances voilà, on fait des actions». précises, effectivement. Et C'est c'est en ça. continu, c'est ça aussi l'avantage, effectivement, c'est que c'est en continu. C'est pas uniquement une photo au moment un instantané au moment de la visite, qui est forcément toujours ponctuelle, parcellaire Mmh. et incomplète. Donc, effectivement, comme tu dis, il peut y avoir le moment où tu viens et puis bah, il se passe rien, et puis pendant tout le reste du temps, il y a une situation à risque, ou inversement, tu viens juste au moment où il y a une situation à risque et puis tu fais un point saillant sur un truc qui est peut-être relativement ponctuel. Là, le fait de l'avoir en continu, ça permet d'avoir une tendance sur de la durée. Oui, ça permet vraiment de remplir ce qu'on peut appeler une base de connaissances collective. Se Hum, dire, bah, sur le long terme, on peut remplir une base de connaissances, de savoir ce qui s'est passé à quel moment, et donc du coup d'avoir une sorte de moyenne et de glissage sur le temps, et non pas une photo à un moment précis, de se dire, bah, là, il y a une situation à risque. Donc hum. c'est exactement ça. Et c'est d'autant plus important que, bah, quand, bah, je pense que beaucoup des participants peuvent connaître ça, tout ce qui va être phase d'audit.
Bah, c'est beaucoup. Enfin, un audit, c'est sur une journée, 2 jours, 3 jours, voilà, c'est hyper ponctuel. Sauf que bah, si on arrive sur un moment où bah, il y a des données hyper ponctuelles, hyper en mode photographique, et bah, c'est assez difficile de pouvoir évaluer sur ce qui se passe autour. Et donc, Mm. le fait d'avoir un système comme ça permet d'avoir une évolution de la situation, soit en Ouais. positif, soit en négatif, peu importe, mais ça permet d'avoir vraiment une vision globale de la situation, prévention des risques à l'intérieur de l'entreprise, quoi. D'accord. Ouais, mais c'est faut bien l'idée, Donc, effectivement. Donc voilà, donc après voilà, je pourrais, donc voilà, c'est des exemples de tableaux de bord que nous, on peut arriver à fournir. Ça peut Mhm. être, par exemple, des tableaux de bord par criticité. Vu qu'on est sur un système d'IA, on peut très bien arriver à dire, bah, voilà, on arrive à fournir à vous dire que demain, vous avez des risques modérés importants ou critiques. Donc ça, pareil, libre arbitre du préventeur de se Oui. dire, bah, le manque de casque, c'est un risque modéré pour moi, parce que, Mhm. pour telle ou telle raison, c'est un risque modéré. Par contre, le risque de chute de hauteur, bah, c'est un risque Mhm. critique parce que je considère que le risque est plus immédiat, et cetera, et cetera. Donc pareil, c'est toujours l'IA sera toujours configurée selon, les connaissances terrain du préventeur et pas l'inverse. Il faut D'accord, vraiment oui. que ce soit le préventeur qui dise: «Bah, moi, ma situation, c'est comme ça, je connais mon entreprise, je connais mon terrain, je connais mon contexte, il faut que ça se passe comme ça et pas autrement». Et l'IA Ouais, va venir l'assister et lui dire: voilà comment on peut t'aider». c'est plus une aide à la décision qu'un outil de décision, quoi. C'est ça, c'est vraiment une aide à la décision. Puis on évoquait le cas de, la voiture autonome au début. Bah, Mhm. pour l'instant, telle qu'elle est en France, si vous achetez une Tesla, c'est vraiment de l'aide à la décision. On va vous Mhm. dire: «Attention, vous dépassez la vitesse, attention, il y a un piéton devant vous, attention», et cetera, et cetera. Et après, c'est quand même au conducteur de prendre, Mhm. vraiment la décision de freiner ou d'accélérer. La voiture va accompagner, elle va commencer à ralentir, et cetera, avec différentes petites aides autour. Elle Mais fera pas vraiment tout le toute gros seule de en la prise de autonomie, quoi. décision, c'est ça. Nous demain, on n'a pas pour objectif de dire: «Bah, voilà, il y a un il y a une situation à risque, on va agir». On va pouvoir accompagner dans l'action, de se dire: Mhm. «Bah, est-ce que, si jamais demain on détecte une situation à risque, est-ce que tu veux qu'on allume une sirène? Est-ce que tu veux qu'on», enfin voilà, on peut accompagner Mhm. dans la prise de conscience. Par contre, le fait de pouvoir agir sur le terrain, bah, il faut quand même, il faut pas déshumaniser l'action, puisque si on Oui, déshumanise un tout à petit peu, fait. on va déresponsabiliser un petit peu le collaborateur et c'est pas l'objectif non plus. Et puis surtout que ça reste quand même des humains qui mettent en application les choses, donc c'est bien qu'il y ait quand même ce lien d'humain à humain, comme tu dis, bah, pour créer de l'implication aussi. Ça reste du relationnel, on est une espèce sociable. Et donc, bah, c'est bien d'échanger plutôt qu'avec uniquement des ordinateurs, y compris avec des personnes qui peuvent comprendre aussi des problématiques quand on explique des problèmes, etc. Et voilà, ça peut. C'est ça, Faut pas couper ce lien-là, quoi. c'est ça, il faut pas couper ce lien-là. Et puis la prévention des risques, c'est quand même un métier humain ou un métier où il y a besoin de social. Mm. On peut pas simplement dire à l'IA: «Ah bah, il y a quelqu'un qui respecte pas, bah, c'est à toi de lui faire le rappel». Tu l'appelles sur son téléphone, tu parles avec une voix de robot et tu lui dis: «Bah, il faut que tu respectes les autres». Mm. On peut pas le faire comme ça parce que, enfin, peut-être que ça peut marcher, sauf que ça Ouais. déshumanise encore plus, l'IA et ça crée des a priori beaucoup plus importants sur l'IA de se Mm. dire: «Ah bah, c'est pas mon chef qui me prévient, pour telle ou telle Mm. raison, il a pas envie de me prévenir» et ça crée un froid et ça a un impact vraiment sur le climat social alors que l'objectif d'avoir une IA, c'est vraiment d'améliorer le climat social et si jamais on déshumanise un petit peu ça et ben, on va créer un gap un petit peu, un fossé, dans le climat social entre, Mm. le management et les collaborateurs et ça va avoir vraiment un objectif inverse, de ce qui était escompté, en fait. Alors, je passe un petit message à Jean-Daniel qui doit nous quitter. Merci d'être venu, Jean-Daniel. Euh, J'espère que ça a plu, hein. C'est effectivement très instructif. Ah bah tiens, il y a une question de Stéphane qu'on a déjà eu, je crois, Stéphane, à une réunion ici. Donc, concept, hop, la, la notification a disparu, je ne sais pas pourquoi, je vais la retrouver. Hop, concept très intéressant. J'ai déjà discuté de ce point avec Florian. Ah bah peut-être que vous connaissez d'ailleurs Florian, tu vas Oui, peut-être mieux je savoir. pense que Ouais, exact. c'est simplement pour évoquer un des cas qu'on avait globalement évoqué ensemble, c'est de se dire que, bah, je t'avais commencé à l'évoquer un petit peu au début, c'est de se dire que, bah, quand on va avoir une situation à risque, on peut proposer de l'aide à la décision et de se dire, bah, peut-être que demain on pourrait proposer des idées d'action corrective Hmm. et de se dire que, bah, voilà, on peut accompagner, les services prévention que ce soit de leur dire, bah, en temps normal, les actions qui sont prises dans telle ou telle situation à risque, c'est selon le manuel, ça peut être ça.
Et donc, du coup, après, c'est vraiment à lui de choisir ce qui se passe et comment il peut agir. Et nous, on vient simplement en brique de conseil, en brique de conseil. Et ça ajoute encore plus de Mmh. valeur. C'est-à-dire que de la donnée qui vient de la vidéosurveillance, on arrive à faire de la suggestion d'action corrective sur un moment, sur une situation à risque qui s'est produite. Et tout de suite, on voit vraiment la pertinence de la donnée, de se dire, bah, effectivement, il y a bien quelque chose derrière. C'est pas simplement une prise de photo où on me dit, bah, il y a un collaborateur en situation à risque. C'est que derrière, on fait tout pour que je puisse agir sur le moment et que je puisse vraiment être acteur du moment et non pas acteur du moment, enfin acteur de l'action a posteriori, une fois qu'elle a carrément eu lieu, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis et ce qui est évoqué là, c'est effectivement, c'est pas quelque chose qui est standard et qu'un outil, je dirais, rigide. C'est que c'est adaptatif finalement par rapport aux besoins des clients. Là, ce qu'évoque Stéphane, c'est les règles d'or du client, ce que certains appellent des standards, des incontournables ou des choses comme ça. C'est effectivement de dire il y a des choses qui sont des impondérables. Là, c'est on va être intransigeant et la peut-être hein, situation à risque. Automatiquement, ça veut dire enregistrement, etc. Et puis d'autres, ça va être juste une petite alerte de l'enregistrement en tâche de fond, en fait, j'exagère peut-être un peu. Il y en a certaines qui vont nécessiter une action immédiate et d'autres qui vont être juste de l'enregistrement pour avoir de la data justement à exploiter quand on doit faire un bilan, une analyse, etc. Ça marche un peu comme ça? C'est exactement ça. Donc là, par exemple, sur l'écran qui est projeté, que je pourrais mettre en plus gros pour ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, si jamais on vient définir un risque mineur, bah, ce qu'il y a derrière, en fait, c'est que si jamais il y a un risque critique, bah, on considère que le risque critique, c'est un risque immédiat. Donc il faut tout Mm. de suite alerter éventuellement le chef de service, le préventeur, le directeur d'usine, le directeur de production, etc., etc. Mm. Puisque c'est un risque qui est considéré comme critique. A contrario, si c'est un risque mineur, bah, un risque mineur, un collaborateur qui va pas avoir son casque dans une zone de sortie de vestiaire, par exemple, qui est une zone qui est pas à risque, où il y a pas de circulation, bah, ce qu'on veut, c'est juste avoir la donnée pour dire qu'à Mm. cet endroit-là, peut-être que, bah, il a pas son casque parce que tout simplement, il en a pas. Donc peut-être que l'action à mettre derrière, c'est de faire une campagne d'achat de matériel. Mm. Ça peut être et donc du coup, c'est pas forcément la peine de prévenir, la moitié de Ouais, tout le monde, l'entreprise, de ouais. dire: il y a un manque de casque». Enfin, le problème de ça, c'est que si on commence à prévenir tout le monde, c'est que la notification, en fait, trop de notifications Ouais, tue la notification, en exactement, fait. ouais, c'est ça en fait. Le problème que derrière ce que je voyais là, c'était de dire justement, comme on dit souvent, trop d'infos tue l'info dans l'entreprise, c'est que au bout d'un moment, quand on reçoit 25 000 fois un mail, on regarde même plus le mail. Tu parlais tout à l'heure de la situation à risque à côté de laquelle on passe régulièrement, on n'y fait plus attention parce qu'il n'y a plus ce côté surprenant. Alors que quand on a quelque chose qui sort un petit peu du lot, bah là, on va y prêter attention. Donc c'est cette approche-là que je voulais avoir. Il y a une pondération, une priorisation, et c'est ce que tu évoques là. C'est ça, donc on essaie vraiment de faire une priorisation par rapport à la criticité et non pas de dire, beh, voilà, un petit peu comme tu dis, 20 si jamais on a 25 000 alertes, de niveau mineur par jour, pour un manque de casque, bah, il y a un moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre au téléphone en muet et quand on aura une Mm. alerte de niveau critique, bah, on va même pas l'avoir et en fait, on va se dire: «Ah bah, le système, il nous a pas prévenu», alors qu'en fait, il Ouais. vous a prévenu. C'est juste qu'il y avait trop de notifications et puis Ouais, le j'y pire, avais c'est pas que prêté attention, quoi. C'est ça. c'est ça, c'est que si jamais on fait une notification, c'est un SMS, un email, qu'en même temps on reçoit un appel d'un fournisseur, qu'en même temps on reçoit enfin si on s'en centralise pas toutes les infos Mmh. et qu'on les limite au maximum et ben, en fait, on arrive à prévenir la situation à risque, mais on peut pas agir parce qu'en fait on l'a pas vu. Exactement. Non, mais tout à fait, je te rejoins complètement là-dessus. Donc voilà, c'est un des cas c'est un des cas d'usage de l'IA pour vraiment pouvoir accompagner le préventeur dans sa démarche de prévention et de se dire: «Bah, voilà, on peut le faire comme ça et puis on peut utiliser l'innovation à des fins utiles», de se dire: Mmh. «Bah, protéger le capital humain avec l'IA et non pas déshumaniser un petit peu la prévention» et Mmh. de se dire: «Bah, je vais utiliser l'IA pour remplacer tout ce qui existe aujourd'hui, pour faire mon pilotage et cetera, mais je vais vraiment l'utiliser en complément de ce que j'ai aujourd'hui pour qu'il puisse m'aider à prendre des décisions plus pertinentes au meilleur moment et qu'il puisse vraiment, bah, pourquoi pas me notifier les situations à risque pour que moi derrière je puisse choisir les actions correctives les plus pertinentes au bon moment et suivant, le Ouais. contexte que je connais et les réglementations et les standards que je peux connaître». OK. Bon, bah, c'est effectivement une belle mise en concrétisation finalement de ce que peut être l'IA appliquée à des démarches d'innovation en termes de qualité et de sécurité surtout. Et d'environnement, et je parle de qualité aussi d'ailleurs. Est-ce que, là on parle plutôt de la prévention en matière de santé et sécurité, mais est-ce qu'il y a des applications possibles pour les domaines qualité ou environnementaux, par exemple des pollutions, des choses comme ça, des mesures préventives? Est-ce que ça, pour l'instant, c'est peut-être pas encore dans les demandes, hein, peut-être? Bah, quand on parle de qualité sur la
on a des applications d'IA un petit peu comme ce qu'on a là sur tout ce qui va être qualité de la production, qualité de production pour tout ce qui va être, par exemple, il y a beaucoup de caméras qui sont mises en place sur les lignes de production Oui, où on voilà. va faire passer des pièces en série en dessous et ils vont nous dire si elle est conforme ou non conforme. Voilà, c'est à ça que je pensais, par Donc exemple. on a déjà des applications pour le faire D'accord. qui marchent très bien et qui permettent vraiment de filtrer et d'éviter de livrer aux clients des pièces non conformes. Donc ça marche suffisamment bien et on pourrait tout à fait avoir toutes les données qui se regroupent pour faire un système QHSE, se dire, ben voilà, là, Mmh. je rentre les conformités, les non-conformités, les situations à risque, etc. Alors là, il y a Arnaud qui pose une question. Pourrait-on relier l'IA à de la domotique pour gérer la luminosité, par exemple? Alors on peut le faire dans les maisons, ça se fait déjà. Dans le domaine plus industriel, on pourrait tout à fait, accompagner sur l'action comme j'évoquais et de se dire, bah, demain, quand on détecte une situation à risque, on peut allumer un gyrophare ou même on peut faire encore mieux que ça. C'est-à-dire que demain, on pourrait maintenant avec les machines qui sont beaucoup automatisées dans Mmh. les environnements industriels, on pourrait tout à fait dire, bah, l'IA a détecté une situation à risque sur une machine, on arrête la machine et on sollicite l'intervention du préventeur pour la redémarrer. Je vois qu'il y a Stéphane qui est en train d'écrire quelque chose. Donc, on va lui laisser poser certainement la dernière question, hein, parce que Le chronophile. l'horaire est atteint. Et voilà. Sinon, Stéphane, peut-être pas par micro, hein, si, si ça va plus vite, il n'y a pas de problème. Ouais, par micro, je peux poser la question, en fait, Oui. une question à Florian. L'algorithme qui est utilisé pour le traitement de l'image, il peut être utilisé, par exemple, en couplage avec la détection infrarouge pour des départs de feu, par exemple. Est-ce que ça pourrait être imaginé, est-ce qu'on peut imaginer ça, en fait? Que On j'ai déjà eu un cas d'expérience où on a pu détecter ça, en fait, un départ de feu avec une caméra de vidéosurveillance, ce qui n'était pas du tout le cas au début. Et je me suis toujours posé la question de dire, est-ce qu'on ne peut pas coupler les deux? Parce que l'infrarouge a ses caractéristiques, mais l'image est quand même bien plus rapide parfois que la caméra infrarouge, ou que la détection alors, infrarouge. on peut coupler les 2, on peut coupler les 2. Nous, on peut utiliser un système, une caméra, qu'elle soit infrarouge ou pas. On pourrait prendre la même caméra pour détecter une situation à risque et on pourrait aussi, utiliser les données de la caméra qui vont être, une montée en température pour détecter un départ de feu, et on pourrait notifier un départ de feu, uniquement grâce à ça. Donc on peut tout à fait coupler les 2 et je pense que c'est la bonne approche à avoir, se dire, bah, plutôt que d'utiliser une caméra pour détecter une situation à risque, on va utiliser une caméra pour en détecter plusieurs et donc du coup, ça permet vraiment de coupler l'information et de tirer encore plus de valeur. Donc oui, on peut tout à fait le faire. Ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup aux participants. Merci à Florian pour cette présentation, effectivement, qui était très, très instructive et surtout éclairante. De mon point de vue, en tout cas, j'espère que ça a été pour tout le monde sur justement ce qu'on appelle l'IA et puis comment ça peut se matérialiser concrètement dans la vie des entreprises et que c'est pas réservé forcément que à des gros groupes, des grosses structures et des choses comme ça. Ça aussi, c'est important, hein. On peut voir que finalement, cette déclinaison peut se faire un peu dans tout contexte, toute activité. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi à 13h également, avec quel sera le prochain intervenant, Florian, tu peux nous le révéler maintenant? Alors du coup, on restera sur le sujet de l'IA, mais on restera sur un cas d'usage complètement différent qui sera, l'IA pour la prévention des TMS. Si vous voulez avoir la suite des cas d'usage de l'IA en prévention des risques, il faut être là la semaine prochaine. Parfait, très bien vendu. Ok, bah, merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine alors.